Chaque leçon de vie peut se retrouver dans une fable de La Fontaine. Dans L'ours et l'amateur des jardins, un ours et un jardinier s'entendent pour vivre ensemble en harmonie. Le premier rapporte du gibier, le deuxième s'occupe du verger, et chacun profite des fruits du travail de l'autre, jusqu'au jour où l'ours, pour chasser une mouche qui empêchait son ami de dormir, se saisit d'une pierre et tue l'homme en même temps que l'insecte. Quand elle accède enfin à son rêve d'étudier le droit aux États-Unis, Camille a la volonté de bien faire. Elle essaie de tout prévoir et anticipe chaque obstacle qui pourrait l'empêcher de passer correctement ses examens. Mais à trop vouloir bien faire, on oublie parfois que le seul facteur imprévisible, c'est les autres. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Émilie Rousset. En 2010, j'ai 14 ans, j'habite sur une ville de la côte atlantique. J'ai l'habitude de beaucoup voyager avec mes parents. À l'été 2010, on décide de partir pour un voyage sur la côte ouest des États-Unis. Pour moi, c'est un voyage assez particulier qui est différent des autres et je ressens que c'est un endroit dans lequel j'adorerais vivre, qui me laisse une impression que je vais y retourner d'une manière ou d'une autre. Assez rapidement dans ma vie, je prends conscience que j'aimerais beaucoup devenir avocate. Et avec le temps, je me rends compte que ce serait pas impossible non plus d'exercer cette profession aux États-Unis. Et donc, à partir du lycée, je décide que ce sera mon but dans la vie. Après le lycée, je fais des études de droit classique jusqu'au Master 2. En 2019, j'ai 22 ans. Je décide d'enfin pouvoir postuler à un programme qui me permettra d'aller aux États-Unis. C'est un LLM, c'est un programme de master de droit aux États-Unis. Et j'ai la chance d'obtenir une bourse dans mon université qui va prendre en charge tous les frais de scolarité. Et donc de pouvoir partir aux États-Unis, réaliser enfin ce rêve. Pour moi, c'est assez exceptionnel. Lorsque je l'apprends, je suis extrêmement émue et j'ai l'impression que c'est une nouvelle période de ma vie qui va pouvoir commencer. C'est très important pour moi, d'autant plus que ça a demandé beaucoup de sacrifices dans ma vie, qui sont certes pas énormes par rapport à ceux qu'auraient pu faire d'autres personnes, mais j'ai dû évidemment mettre beaucoup d'argent de côté. Et aussi évidemment en termes de travail, c'est une grosse charge de travail que d'avoir un dossier scolaire qui me permette de pouvoir prétendre à ce genre de programme. Notamment, depuis le début de mes études, j'ai fait en sorte d'avoir un parcours qui était à la fois sur le droit français, mais aussi sur le droit anglais et américain. Après avoir su que j'allais pouvoir participer à ce programme, je reçois un message de la part de mon directeur de programme qui nous annonce que je vais pouvoir partir aux États-Unis pour le mois de janvier 2021 et donc faire mes semestres en décalé. Quelques mois avant de partir aux États-Unis, mon directeur de programme nous met en relation entre nous, entre les étudiants. On est uniquement un petit groupe de Français. À la base, on devait être, je pense, une dizaine et on se retrouve uniquement à 6. Lors de ces Zooms, je vois donc les Français qui vont partir avec moi. Malgré tout, je me dis que moi, mon but sur place, c'est vraiment de m'immerger et donc plutôt de rencontrer des Américains, et tout en sachant que je vais pouvoir les côtoyer également. Avec les autres Français, on décide de se créer un groupe Messenger pour pouvoir échanger avant de partir. Et moi, je me dis que en arrivant sur place, ce serait quand même bien que j'ai un point de repère avec des Français. Et donc, je leur propose de faire une colocation ensemble. Parmi les Français, il y a une personne qui me dit qu'elle serait intéressée, c'est Leïla. En janvier 2021, j'arrive sur le territoire américain. C'est un État du sud des États-Unis. Une semaine après mon arrivée, Leïla arrive également. C'est moi qui l'accueille parce que j'ai déjà les clés de notre colocation. Et quand je la rencontre, j'ai plutôt une bonne impression. C'est une fille qui est extrêmement souriante et très extravertie. Je l'avais déjà ressenti quand elle m'envoyait des messages vocaux, mais là c'est sûr que de la voir en vrai, elle fait tout de suite comme si on se connaissait déjà. Quelques jours plus tard, les autres Français arrivent sur le territoire américain et on décide, pour sympathiser, pour un peu mieux se connaître, mais aussi pour connaître l'endroit où on va étudier, de faire une grande balade sur le campus. C'est un énorme campus à l'américaine, bordé de live oaks, qui sont des vieux chênes hyper imposants. Et il y a de grands bâtiments, par exemple mon université, il y a des colonnes grecques et de grands escaliers, et tout ça est assez impressionnant.
C'est aussi une ambiance un peu spéciale parce que je suis sur un campus américain sur lequel le football américain est hyper présent. C'est le sport local le plus important, ça fait vraiment partie de la culture du campus. Il y a aussi les immenses maisons de fraternité et de sororité qu'on voit quand moi je cours sur les berges du lac de l'université. Il y a aussi quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'à l'université, les gens sont différents de ce que j'ai l'habitude de voir en France. Par exemple, la plupart des hommes sont habillés dans des tenues de cow-boy. Donc vraiment l'attirail complet avec le chapeau de cow-boy, la chemise à carreaux, le jean délavé avec la grosse boucle de ceinture et les Santiago pieds. Et les filles sont toutes habillées en tenue de sport, Lululemon en permanence. Et c'est vraiment une culture que je ne connais pas et on dénote un peu, nous les Français, sur place. La colocation avec Leïla se passe plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est plutôt complémentaires dans la mesure où elle est très extravertie et moi j'ai beaucoup besoin de temps calme, mais finalement elle sait me laisser mon temps lorsque j'en ai besoin. On partage une vie étudiante similaire, donc on est assez sur les mêmes longueurs d'onde. Je me rends compte quand même que assez rapidement que les moments où on arrive à créer du lien, c'est surtout pour parler des autres personnes de l'université. Elle est assez critique vis-à-vis de tout le monde et elle le fait beaucoup sur le ton de la rigolade. Moi, j'ai compris durant ma vie que c'était pas spécialement quelque chose que j'avais envie de cultiver, donc ça me fait un peu bizarre de revenir à des manières d'échanger un peu archaïques, mais c'est comme ça qu'on s'entend et j'en fais pas une grosse affaire. Au mois d'avril, c'est le début des partiels. Je suis très stressée parce que j'ai certes travaillé tout le semestre, mais je sens que je vais encore devoir donner une bonne dose de travail pour être en mesure de réussir mes examens. On est encore en période de Covid et donc tous nos examens se font en ligne. On a la possibilité de les faire chez nous, mais aussi on nous propose, sans nous en parler beaucoup plus, de pouvoir les faire à l'université si on n'a pas les bonnes conditions requises. Comme on est nouveau à l'université, certains Américains nous donnent des conseils vis-à-vis de la manière de passer les examens et ils nous conseillent vraiment d'imprimer notre sujet une fois qu'on aura notre examen sous les yeux. Le matin du premier examen, je me connecte, je découvre mon sujet et je vais tout de suite au rez-de-chaussée de mon complexe dans lequel se situe mon appartement pour pouvoir l'imprimer. Malheureusement, l'imprimante ne fonctionne pas et donc je remonte à mon appartement tout en ayant perdu au moins 5 minutes, mais aussi en me disant que ça va être très très compliqué pour la suite des examens. Le midi, lorsque j'ai terminé mon examen, je me retrouve dans la cuisine avec Leïla. On discute des examens qu'on a eus chacune ce matin, qui étaient différents. Et je lui fais part de ma frustration vis-à-vis du fait que j'ai eu à descendre, imprimer mon sujet pour finalement ne même pas être en mesure de le faire. Elle me dit qu'elle comprend et je lui dis que j'ai très très peur que ça se reproduise dans beaucoup de matières. Elle me dit que comme on a un examen en commun, que moi je passe plus tard qu'elle, elle pourra tout à fait me passer son sujet d'examen après l'avoir passé pour que je puisse l'avoir en version papier sans avoir à descendre pour pouvoir l'imprimer. Pendant les examens, je sens que l'ambiance est un peu tendue à la colocation avec Leïla. Je sais qu'elle a pas vraiment travaillé du semestre, donc c'est compliqué pour elle cette période, d'autant plus qu'elle fait beaucoup d'insomnie. Et l'ambiance se tend un peu et on se dispute pas, mais on a tendance à avoir des petits accrochages sur des questions comme de la vaisselle par exemple, alors que ça n'a jamais été un problème au sein de la coloc. La veille de l'épreuve pour laquelle Leïla m'avait dit qu'elle me passerait son sujet, je suis avec un autre élève du LLM, Théo, et on discute de nos différentes épreuves. Je décide d'envoyer à ce moment-là un SMS à Leïla pour qu'elle me confirme qu'elle est toujours d'accord pour me passer son sujet. Plus précisément, je lui demande de m'envoyer son sujet en PDF si elle pense que c'est possible pour elle, parce que je me rappelle qu'elle a probablement surligné ou annoté son sujet. Elle me répond assez rapidement qu'elle n'est pas d'accord pour me passer son sujet, qu'elle estime que c'est une violation du code d'honneur et qu'elle ne veut pas faire ça parce que ça mettrait dans une situation d'inégalité par rapport aux autres élèves de notre classe. J'en fais tout de suite part à Théo parce que je suis vraiment étonnée de sa réaction. Ça n'a jamais été un problème, on n'en avait pas reparlé depuis le début de mes examens, mais pour moi c'était évident qu'elle serait d'accord pour me passer ce sujet.
Théo me dit que sa réaction lui semble aussi un peu étrange, mais il me dit que dans la mesure où lui aussi il a passé cette matière, il peut tout à fait justement m'envoyer ce sujet pour que je l'ai à l'avance, que je puisse l'imprimer à la fac et que je l'ai pour le lendemain matin. Une fois qu'on a eu ce deal avec Théo, je décide quand même de répondre à Leïla. J'avoue être complètement agacée par son comportement parce que c'est pas quelque chose que j'avais vu venir, et donc je lui réponds c'est bon, Théo va me passer son sujet. Le lendemain matin, je me réveille et je me connecte sur la plateforme et 5 minutes avant l'examen, je regarde quand même le sujet qu'on m'a donné à l'avance. Je le lis dans les grandes lignes. Ensuite, je réalise que, en effet, c'est le bon sujet. Et donc, je commence mon examen et je le fais. Et donc, je suis soulagée, d'autant plus que ça fait partie de mes derniers examens. Lorsque nos partiels sont terminés, les autres Français et moi décidons de faire une petite fête pour célébrer la fin des partiels. On se retrouve chez l'un d'entre nous et on passe une bonne soirée. Je sens que Leïla est très distante avec moi, mais j'arrive pas vraiment à identifier pourquoi. Le soir même, je reçois un SMS de Leïla qui m'explique que j'ai triché à cet examen, que j'aurais jamais dû faire ça et que ça remet en question l'égalité entre les différents élèves, qu'elle le sait et qu'elle va probablement le répéter à notre directeur de programme si moi je ne le fais pas directement. Quand je reçois ce message, je suis complètement interloquée, je me demande pourquoi est-ce qu'elle m'envoie ça et je comprends pas du tout puisqu'on avait eu une discussion en amont dans laquelle c'était elle qui me proposait de me prêter son sujet. Je réponds à son message en lui expliquant que je ne comprends pas pourquoi elle me parle comme ça et pourquoi elle me dit ça. Et je lui propose qu'on se retrouve demain matin pour en discuter de vive voix parce que je pense que c'est pas forcément la bonne manière, le fait d'échanger par message sur un sujet qui me semble assez important pour elle. Le lendemain matin, on se retrouve dans la cuisine et je la confronte. Je lui demande pourquoi est-ce qu'elle m'a envoyé ce message et si elle peut s'expliquer sur ce qu'elle me reproche. Elle me réexplique la même chose, c'est-à-dire que selon elle, j'ai triché, que j'ai récupéré un sujet alors que je n'en avais pas le droit, que je mets les élèves en situation d'inéquité vis-à-vis de moi et que elle sait depuis le début que j'ai l'intention de tricher. Moi, je lui réponds que je ne comprends pas pourquoi elle pense comme ça, que c'est elle qui à l'origine m'a proposé de me prêter ce sujet et qu'elle sait très bien que j'ai aucune intention de ce genre, que c'est plus pour une question de facilité et de rapidité que j'ai voulu obtenir ce sujet et que certes, si elle considère que récupérer un sujet en avance, c'est de la triche, alors j'ai triché, mais que moi je ne vois pas les choses de cette manière parce que je n'avais pas l'intention de tricher. Elle me dit qu'elle aimerait le répéter à notre directeur de programme, et elle me dit que si je ne le fais pas, elle serait obligée de le faire à ma place, mais elle me dit que comme ça ne correspond pas à ses principes et ses valeurs, elle n'ira pas jusqu'au bout. Moi, je finis par couper court à cette conversation parce que je me rends compte que je me retrouve face à un mur et qu'elle n'est pas du tout là pour m'écouter. À la fin de la conversation, je la vois toucher son téléphone et je me rends compte qu'en fait, elle était probablement en train de m'enregistrer. Après cette discussion, on n'échange plus avec Leïla, je sens qu'elle est totalement renfermée et moi-même je suis très énervée contre elle. On ne se voit quasiment plus dans la coloc, on ne parle plus. Et moi, c'est une situation qui m'affecte parce que c'est ma colocataire et que je pense qu'on est capable d'aller au-delà d'une embrouille un peu débile. Mais d'un autre côté, elle ne vient pas par exemple à ma fête d'anniversaire et je me rends compte qu'elle est vraiment en train de se séparer du groupe parce qu'elle ne veut plus me voir. Assez rapidement, après avoir eu cette discussion avec Leïla, j'en parle à Théo, parce que c'est lui qui m'a prêté son sujet et que je pense qu'il doit être informé assez rapidement de ce problème. Lui me dit que pour l'instant, il n'a pas eu d'infos sur le sujet, mais que en effet, ça le mettrait lui aussi en porte-à-faux si Leïla était amenée à répéter quoi que ce soit à l'université. Il me dit que de toute manière, pour le moment, ça sert à rien que moi j'aille en parler directement, et je comprends bien que ça nous mettrait tous les deux dans une situation compliquée. Moi, de mon côté, je pèse vraiment le pour et le contre sur l'idée d'aller me dénoncer à l'université. Autour de moi, j'essaie de recueillir des avis, que ce soit les Français du LLM ou mes proches qui sont en France. Tout le monde me dit que je devrais probablement attendre et voir, que c'est probablement du bluff, et qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'elle mette à exécution ces menaces. Finalement, je décide que c'est peut-être une meilleure chose pour moi d'attendre et de voir ce qui se passe, et donc je décide de ne pas aller voir mon directeur de programme pour lui en parler.
Durant le mois de juin, moi je fais un stage, Leïla aussi, et donc on ne se voit quasiment pas parce qu'en fait on a toutes les deux des vies séparées. Et la veille de la fin de mon stage, je reçois, alors que je suis dans le bus, un mail de l'université d'une certaine Madame Carole qui m'explique qu'elle doit me parler très très rapidement et donc que je suis convoquée à l'université et que je dois lui donner mes disponibilités. Et je me dis tout de suite que c'est probablement lié à une dénonciation de la part de Leïla. Je prends tout de suite aussi contact avec Théo, qui me dit que lui aussi a reçu ce mail. Et après avoir reçu ce mail, je rentre chez moi et je suis un peu décontenancée. J'appelle ma mère et mes sœurs en FaceTime et je leur explique la situation. Elles me rassurent, me disent que ça va bien se passer, que j'ai juste à raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée et que si je raconte la vérité, il devrait n'y avoir aucun problème pour moi. Je suis certes un peu rassurée, mais il n'empêche que je passe une nuit blanche. Le lendemain, je me rends au bureau de Madame Carole. C'est une partie de la law school que je ne connaissais absolument pas. Elle me reçoit dans son bureau et me demande de lui réexpliquer ce qui s'est passé, tout en sachant qu'elle a reçu une plainte de la part d'une étudiante qu'elle ne nomme pas. Et elle me dit que dans tous les cas, elle a des preuves par SMS. Donc je lui raconte exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis un peu dans une situation où je suis super stressée, donc c'est un peu un moment difficile pour moi. Mais j'essaye d'être le plus transparente possible en lui refaisant les événements heure par heure dont je me souviens du moins. Elle m'explique que compte tenu de ce qu'elle entend, il n'est pas impossible que je sois poursuivie pour ces faits, qu'ils vont faire une enquête et qu'ils vont déterminer si ils font une plainte plus formelle contre moi, que ça peut être grave et que je risque jusqu'à l'exclusion, mais que comme je parais sincère et que je semble expliquer les choses de manière assez factuelle, il n'y a aucune raison pour qu'on en arrive jusque-là. Quelques jours plus tard, je reçois une plainte qui est contre moi et qui explique que je suis soupçonnée de triche, que c'est une violation du code d'honneur et donc qu'ils vont me poursuivre et que j'aurai notamment une audience disciplinaire pour déterminer de ma sanction, s'il y en a une. Je me rends compte assez rapidement que la plainte est pleine d'irrégularités, notamment sur le déroulé des faits. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes de ce que je lui ai raconté, et je comprends pas vraiment pourquoi. Je saisis qu'il y a eu des problèmes de traduction dans les SMS qui ont été transmis à l'université, mais je me dis que c'est des choses qui vont pouvoir être régularisées très facilement à partir du moment où je vais lui en informer. Quand je me retrouve face à cette plainte, il y a un sentiment immense de honte et d'angoisse qui s'empare de moi, parce que je me rends compte que les choses deviennent très formelles et que je vais réellement avoir une audience disciplinaire. C'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que j'ai aucune idée de la manière dont ça se passe. Et donc j'en parle assez rapidement à Théo, qui lui aussi est dans cette situation. Et j'ai d'autant plus de culpabilité que lui aussi est accusé de faciliter une triche alors même qu'il n'a fait que m'aider. Les relations avec Leïla dans l'appartement deviennent très tendues, on ne s'adresse plus la parole. Et moi, à chaque fois que je suis dans les parties communes de l'appartement, je me filme systématiquement parce que j'ai peur de ce qu'elle pourrait me faire. Je me rends compte que je ne la connais pas et qu'elle est capable de me nuire. Et je sais pas jusqu'à quel stade, donc je fais très attention et je passe le moins de temps possible dans cet appartement. Par chance, une copine américaine quitte son appartement parce qu'elle part vivre avec son copain. Elle me laisse son appartement et je vis provisoirement dans sa chambre. Et les choses sont beaucoup plus simples pour moi parce qu'au moins j'ai plus Leïla quotidiennement dans mon champ de vision. Avec Hélène, avec qui j'ai développé des liens assez forts durant cette période, on décide toutes les deux qu'on a besoin d'aller prendre l'air et on décide de partir ensemble au Costa Rica pour une semaine. Avant de partir, je dois faire mes cartons parce que j'ai trouvé un nouveau bail à prendre à partir de mon retour du Costa Rica. Ce sera dans l'appartement d'Hélène, donc je sais que je pourrai m'y sentir beaucoup mieux. Comme nous avons acheté plusieurs affaires en commun avec Leïla, je décide que je vais les répertorier dans un document Word, un tableau dans lequel je récapitule les différents éléments qu'on a en commun, leur prix et à qui je les attribue de manière provisoire. Je prends ma partie des affaires, je lui laisse une autre partie, tout en faisant bien attention à lui laisser les choses qu'elle utilise plus que moi. Et en quittant l'appartement, je lui envoie le document.
Le soir même, je suis chez des copains américains et je reçois un nouveau mail de l'université, un monsieur Miller qui me dit qu'il a besoin de parler très rapidement avec moi et je lui dis que je pars à l'étranger le lendemain, mais qu'il peut tout à fait me joindre via Zoom si c'est vraiment urgent. Plus tard dans la soirée, je reçois un mail de Leïla qui me dit que c'est inadmissible que j'ai pris les affaires avec moi et qui m'explique que mon partage est complètement inéquitable et qu'elle n'est pas du tout d'accord avec. Je lui dis qu'évidemment il n'y a aucun problème et que je vais lui donner les choses qu'elle préfère. Lorsque j'arrive au Costa Rica avec Hélène, on se retrouve dans un village et j'essaie au plus vite de trouver un café pour avoir une connexion internet et pouvoir faire ce meeting avec Monsieur Miller. Lorsque je me connecte, il me demande si je sais pourquoi je suis là. Je lui explique que c'est probablement, j'imagine, pour qu'on organise mon audience disciplinaire. Et il me dit que non, c'est pas pour ça. Qu'il y a une élève de mon LLM qui m'accuse de lui avoir volé des affaires et qu'il voudrait savoir ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je lui dis que j'ai toutes les preuves que j'ai fait les choses de manière égale et que j'ai tous les échanges de mails à lui transmettre si ça l'intéresse. Il me dit que dans ces cas-là, il n'y a pas de problème et moi, par sécurité, je lui envoie quand même les différents échanges qu'on a pu avoir. Hélène, qui est avec moi au café à ce moment-là, entend toute la conversation. Elle me dit qu'elle est complètement choquée et qu'elle réalise à quel point Leïla est mal intentionnée à mon égard, que ça devient presque du harcèlement. Moi, ça me rassure beaucoup et je me dis qu'au moins je vais plus être seule dans cette bataille parce que c'est vraiment un moment de ma vie où je me sens très seule. À la fin du mois de juillet, alors que je suis rentrée du Costa Rica, je prépare mon audience qui va arriver très bientôt. Le jour de cette audience, je débarque dans une salle dans laquelle il y a le jury, c'est-à-dire 3 élèves, dont certains que je connais parce qu'ils faisaient partie de mes cours, et 2 professeurs. Il y a également Madame Carole, la personne qui m'avait reçue dans son bureau. Je m'attendais pas forcément à ce que ça soit aussi formel et je me rends compte que je me sens comme dans un tribunal finalement et que les choses sont vraiment graves. L'audience se passe de la manière suivante. D'abord, un des élèves décrit et relit la plainte. Après, les différents témoins viennent, entre guillemets, à la barre. Parmi eux, Leïla vient témoigner. Je suis très étonnée de la voir parce que c'est la première fois que je la revois d'aussi près depuis notre dispute. Elle est interrogée sur le déroulé des choses et en fait, elle ne mentionne pas du tout le fait qu'on ait eu une conversation durant laquelle elle m'aurait proposé de lui prêter son sujet. Moi, je suis complètement choquée de sa manière de raconter les choses parce que je sais qu'elle est pas réelle. On me propose de lui poser des questions parce que ça fait partie de la procédure et je lui demande en la regardant dans les yeux, est-ce que tu me confirmes qu'on n'aurait jamais eu cette discussion ensemble dans laquelle tu m'aurais proposé de me passer ton sujet? Elle me répond que droit dans les yeux que non, on n'a jamais eu cette conversation. Moi, je suis complètement abasourdie parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait une version de la vérité qui était différente de ce qui s'était vraiment passé. Et quand je vois que les professeurs lui posent beaucoup de questions et qu'elle continue à tenir cette ligne de conduite, ça me semble complètement absurde et je me demande pourquoi je suis là et qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Parmi les témoins qui devaient être entendus, il y a également Théo, donc la personne qui m'a passé son sujet. Moi, je savais en amont et il avait bien prévenu l'université qu'il serait probablement pas disponible pour échanger à ce moment-là parce qu'il était en train de voyager dans un autre état. Malgré tout, le jury décide d'essayer de l'appeler et on dit c'est pas grave, on passe à autre chose. Moi après, je suis aussi interrogée par les membres du jury. C'est un moment extrêmement difficile parce que je suis face à un réel interrogatoire. On me pose plein de questions sur ce qui s'est passé les jours qui ont précédé et suivi ce moment qu'ils appellent tricherie. Et j'ai beaucoup de mal à me remémorer des petits détails sur lesquels ils m'interrogent. Je me rends compte à quel point c'est difficile d'être interrogé par plein de gens qui ne connaissent pas la situation et qui ne la comprennent pas, et surtout qui ne croient pas en vous, qui pensent que vous dites des mensonges. À la fin de l'audience, on me propose de parler, de dire ce que j'ai à dire, et moi j'avais préparé en amont un espèce de petit discours, donc j'explique à quel point je suis désolée de ce qui s'est passé, je me rends compte à quel point c'est grave et à quel point j'ai mis mes camarades en situation d'inéquité
mais que j'ai fait les choses en pensant bien faire, en pensant ne mettre personne en porte-à-faux, et je demande à avoir une sanction assez faible. En sortant de cette audience, je suis dans un état très compliqué, j'explose en pleurs et je me dis que les choses sont en train de prendre un tournant plutôt grave. Je me rends compte que Leïla a menti et que je m'y attendais pas du tout, que ça rebat toutes les cartes et qu'en plus de ça, les gens n'ont pas du tout l'air de me croire, alors que Madame Carole, depuis le début, m'avait dit que les choses pourraient bien se passer si je disais la vérité. En parallèle, je sais que Théo a eu aussi son audience et il me dit que les choses se sont relativement bien passées dans la mesure où on semble l'avoir cru, mais que évidemment c'est aussi un moment difficile à passer pour lui. Je décide donc de envoyer un mail à l'université pour demander une deuxième audience pour que Théo puisse être entendu lors de la mienne, pour être en mesure d'apporter des preuves supplémentaires, tout ce que je peux en fait, pour montrer que Leïla a menti et que j'ai commis les choses sans penser faire mal. On m'accorde cette deuxième audience. Le 10 août, je me rends donc à ma deuxième audience. C'est le même déroulé que la première fois, seulement là, Théo est en mesure de témoigner. J'explique avec tous les éléments de preuve que je peux que on avait bien des problèmes d'imprimante, que c'est vraiment ce qui a motivé ma volonté d'obtenir le sujet en avance. Et aussi, je précise bien que Leïla a menti et que je ne comprends pas pourquoi elle raconte une version différente. Je sens que c'est très 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 mal reçu par les jurés. Je sens que Madame Carole est très agitée, très énervée. Et elle me dit je suis vraiment très déçue de votre comportement. Je comprends pas pourquoi vous remettez en question le témoignage d'un témoin. C'est inadmissible de dire qu'elle a menti. Et si j'étais à la place des jurés, je demanderais votre exclusion de l'université. Elle est censée être complètement neutre, elle me l'a expliqué depuis le début, elle n'a pas à donner d'avis sur le sujet, donc je suis vraiment très étonnée de sa prise de parole. À la sortie de cette audience, je suis dans un état second, je explose en pleurs de nouveau. Les jurés sont censés délibérer, toutefois le choix définitif ne leur revient pas, dans la mesure où c'est la doyenne de mon université qui, sur conseil des jurés, devra prendre une décision finale sur la sanction qui me sera attribuée. À l'université américaine, les cours reprennent en août. Lorsque je me rends à mes premiers cours, je me rends compte que c'est hyper difficile d'être là, parce que je sais que je vais possiblement être exclue de l'université. Le lendemain de la rentrée, je reçois la lettre tant attendue qui est celle de la décision des jurés sur ma situation à venir. Ils décident à 4 sur 5 de m'exclure de l'université. Quand je lis cette lettre, je suis vraiment dans un état complètement second. Je me dis que c'est vraiment mon pire cauchemar qui se réalise. Et quand je lis le contenu de la lettre, je me rends compte qu'on m'accuse d'être le mal en personne, d'être une tricheuse presque pathologique. Et les semaines suivantes font partie, je pense, des pires de ma vie. Je suis dans un état presque végétatif, je sors plus de mon lit. J'ai aucune volonté pour faire quoi que ce soit. Je suis d'autant plus mal que je me rends compte que si on m'exclut de l'université, je vais perdre mon visa universitaire. Et dans ces cas-là, je pourrais être expulsée du territoire américain à tout moment par les services de l'immigration. C'est vraiment un coup de massue énorme pour moi. J'ai du mal à faire les tâches les plus basiques qui soient. J'ai rapidement des symptômes physiques qui commencent à apparaître. Je commence à perdre mes cheveux en énormes touffes. Avant la décision de la doyenne, j'ai quand même le droit d'écrire une dernière lettre qui est adressée à elle directement, dans laquelle je parle à cœur ouvert du fait que cette année universitaire était une des choses les plus exceptionnelles de ma vie et que j'ai besoin qu'elle me laisse l'opportunité d'avoir une seconde chance. Je sais également que mes parents font une lettre à l'université pour demander à ce que je ne sois pas exclue. Hélène et d'autres camarades de classe le font également. Et je suis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'en profite d'ailleurs pour acheter une valise parce que je sais que mon départ est imminent et qu'il faudra que je sois très rapide une fois que j'aurai reçu la décision finale. Finalement, après avoir passé un certain temps dans mon lit, je décide que je devrais retourner à l'université parce que je me dis que je dois vivre l'expérience jusqu'au bout et que autant y aller tant que je ne suis pas exclue.
À la fin du mois de septembre, je reçois la lettre de la doyenne dans laquelle elle est censée me donner ma sanction. Je suis complètement tétanisée, je sais que mon avenir repose sur les mots qui sont écrits dans cette lettre et ça me fait très peur de l'ouvrir. Et lorsque je la lis, je comprends pas immédiatement, mais à la lecture, je comprends qu'elle a choisi de m'accorder une sanction moins importante que ce qui était prévu par les jurés. Donc je comprends dans cette lettre que je ne vais pas être exclue de l'université. Je suis complètement bouleversée en lisant ces mots parce que je pensais vraiment que mon destin était plus ou moins scellé. Plus loin dans la lettre, elle explique que je vais quand même être évidemment sanctionnée. Je ne vais pas pouvoir valider mon année comme prévu en décembre et que je devrais refaire un semestre supplémentaire puisqu'ils ont décidé de me retirer des crédits dans certaines matières. Je comprends également que cet incident sera noté dans mon dossier universitaire et donc que à partir du moment où je souhaiterais passer un barreau aux États-Unis, c'est quelque chose qui sera forcément mentionné. Après avoir lu la lettre, j'envoie assez immédiatement un message à Théo pour savoir quelle est sa sanction. Il m'explique que lui non plus n'est pas exclu, même si c'était moins probable de son côté, mais qu'il va devoir également avoir une mention dans son dossier scolaire. À l'annonce de la sanction de Théo, je me sens quand même extrêmement soulagée. J'avais une énorme culpabilité sur le dos, de me dire que j'avais probablement gâché sa vie professionnelle. Et donc, je ressens un immense soulagement. C'est quelque chose que j'avais presque plus envisagé à ce stade. Avec mes amis, on décide de fêter cette bonne nouvelle en se disant qu'on a traversé le pire et que maintenant les choses vont pouvoir aller mieux et que Leïla n'aura pas obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire mon exclusion. Le second semestre se passe extrêmement bien parce que on relâche totalement la pression, on sort beaucoup, on fait beaucoup la fête, on boit beaucoup d'alcool et pourtant il y a toujours le regard de Leïla qui traîne. Elle est toujours quelque part dans la pièce. Et je sais que sa présence est toujours dangereuse pour moi parce que à la moindre erreur, je peux être définitivement exclue de l'université. Après cette année passée, moi j'enchaîne sur un 3e semestre pour pouvoir obtenir mon année de LLM puisque ça fait partie de mes sanctions. Les choses se passent plutôt bien, je commence un peu à reprendre confiance en moi et après ça, je reste dans l'état où j'étais tout en changeant de ville pour faire un stage dans un cabinet d'avocats. Pendant ce stage, je commence la préparation du barreau. Je choisis de passer le barreau de New York parce que il est plutôt reconnu à l'étranger et assez plébiscité par les Français. Pour devenir avocate aux États-Unis, il faut d'abord passer par des épreuves écrites. Ensuite, on doit constituer un dossier d'admission qui reprend énormément d'informations nous concernant. Par exemple, il faut noter si on a des amendes de stationnement ou si on consomme de la drogue. Moi, je sais qu'à ce moment-là, il faudra que j'écrive que j'ai eu des problèmes avec l'université et que j'ai été sanctionnée suite à une procédure disciplinaire. Enfin, comme j'ai eu un problème disciplinaire, je sais que je vais devoir passer devant une commission et que ce sera eux de déterminer définitivement si je suis admise ou pas au barreau de New York. En juillet 2022, je me rends à New York pour passer les épreuves du barreau. Je passe les premières épreuves le premier jour et je me sens complètement déconnectée. Je vois les gens écrire autour de moi et je suis comme bloquée alors que c'est censé être l'épreuve la plus simple pour moi. Je me dis que j'ai pas du tout ma place ici et j'ai très très envie de pleurer pendant l'épreuve. J'essaie de tenir jusqu'au bout et le deuxième jour est aussi très très compliqué et j'essaye de tenir jusqu'au bout mais je sens que j'aurai absolument pas suffisamment de points pour être admise au barreau de New York. En août 2022, je rentre en France. Je me sens un peu déconnectée de la réalité des Français. Je me sens un peu en décalage et je me dis que cette année et demie m'a complètement changée et que je suis plus la même personne qu'auparavant. Je trouve assez rapidement un stage à Paris et ça me permet un peu de retrouver goût en la vie et en les choses qui m'entourent. Je passe plus de temps avec mes amis français et c'est un grand bonheur pour moi de les retrouver. Quelques mois plus tard, en octobre, je reçois enfin les résultats du barreau. Je ne suis pas admise. C'est vraiment une épreuve très compliquée pour moi. Je m'en doutais, certes, mais le voir écrit noir sur blanc, c'est vraiment très difficile. Je commence une période où je suis vraiment pas bien, tout en sachant que je vais le retenter pour la session suivante. Comme je me rends compte que ça va être vraiment très très compliqué pour moi de traverser cette période, je décide de faire appel à une psy.
Je me dis qu'elle pourra m'aider pour traverser cet échec. Et finalement, elle m'apporte beaucoup plus que ça, puisque je suis amenée à parler avec elle de tout ce qui m'est arrivé avec Leïla. Peu à peu, je sens que j'arrive à me reconstruire sur ce sujet et que j'arrive à aller un peu mieux. En février 2023, je retente le barreau de New York après 2 mois où j'ai pu me focaliser plus intensément sur la préparation du barreau. C'est déjà plus facile parce que sur place, il y a un autre de mes copains qui faisait partie de mon LLM qui est là avec moi. Donc on se soutient un peu dans cette épreuve qui est toujours très stressante et très difficile. Je passe les épreuves tout en pensant que, encore une fois, j'ai raté. Je me dis comment j'aurais fait tout ce qui est possible pour réussir ces épreuves. Un matin d'avril 2023, j'ai un mail qui m'est adressé de la part des services du barreau de New York et j'apprends dans ce mail que cette fois-ci je suis admise. C'est pour moi une explosion de bonheur parce que je ne m'y attendais pas spécialement. Je partage très rapidement cette joie avec mes proches qui sont aussi très 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 heureux pour moi. C'était vraiment inespéré et surtout je suis très émue de me dire que j'ai parcouru tout ce chemin pour finalement réussir cet examen. J'ai quand même en tête le fait que ça risque d'être compliqué à être définitivement admise et donc ce bonheur est un peu en demi-teinte parce que j'ai fait qu'une seule partie du chemin. À l'été 2023, je me penche plus sérieusement sur la constitution de mon dossier. Je remplis tous les formulaires qui sont demandés et notamment celui qui parle de nos antécédents disciplinaires au niveau universitaire. Je joins à mon dossier une très longue lettre dans laquelle j'explique de nouveau tout ce qui m'est arrivé, mais aussi je reviens sur à quel point cette expérience m'a appris sur moi, sur la vie, m'a changé et ferait de moi une excellente professionnelle dans la mesure où j'ai conscience qu'on ne peut pas s'écarter des règles sans en subir les conséquences. En fin d'année 2023, je reçois un mail de la part des services du barreau de New York qui m'explique que je vais avoir un entretien avec une personne qui va déterminer définitivement si je peux être admise ou pas au barreau. Je me retrouve face à 3 avocates américaines. Elles m'expliquent qu'elles ont eu l'occasion de bien regarder mon dossier et que maintenant c'est à moi de réexpliquer les choses qui se sont passées à l'époque où j'étais à l'université et pourquoi est-ce que j'ai fait les choses et si j'ai plus de choses à leur dire sur le sujet. Je m'exécute et j'essaie de leur expliquer au mieux ce qui m'est arrivé en revenant sur tous les éléments importants et aussi en essayant de leur faire comprendre que ça m'a énormément affectée et que je sais que ça a changé ma vie pour toujours dans le bon sens. Elles se retirent et me disent qu'elles vont délibérer ensemble et qu'elles reviendront vers moi dans quelques minutes pour me donner le résultat. Lorsqu'elles se reconnectent, elles me disent qu'elles ont le plaisir et l'honneur de me compter parmi les avocates au barreau de New York. Elles ont choisi de m'admettre et m'expliquent que leur décision est complètement motivée par le fait qu'elles ont compris à quel point j'avais changé, évolué et à quel point cette épreuve avait été compliquée pour moi. Elles m'expliquent qu'elles comprennent qu'il y ait un énorme fossé entre la manière dont interagissent les étudiants français et américains. Elles voient que les étudiants européens en général ont tendance à beaucoup s'entraider, alors qu'aux États-Unis, c'est chacun pour soi. Lorsqu'elles me donnent leur verdict, moi je suis extrêmement émue. Je suis complètement choquée parce que je ne savais pas exactement à quoi m'attendre et le bonheur m'envahit. Je me dis que après tout ce parcours, je vais enfin pouvoir être avocate. Je comprends aussi qu'elles estiment que la décision qui a été prise par mon université était complètement disproportionnée et que c'est aussi probablement lié au fait que j'étais à l'université dans un état relativement conservateur et qu'il ne laissait pas du tout le droit à l'erreur aux étudiants qui n'étaient pas américains. Une fois que j'ai refermé mon ordinateur, je suis complètement submergée par la joie. Dans les jours suivants, je rentre dans ma ville d'origine pour pouvoir fêter les fêtes de Noël avec ma famille. Et lorsque ma mère me récupère à la gare, elle ne sait pas encore quelle est la décision finale qui a été prise. Elle avait choisi de pas me questionner sur le sujet. Je lui annonce que je suis admise et elle cale complètement dans la voiture tellement elle est émue et choquée. Elle s'attendait pas à avoir une réponse aussi vite et elle est hyper heureuse pour moi. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je ne cherche pas à repartir tout de suite aux États-Unis parce que je pense être un peu en rupture avec la manière dont ils fonctionnent.
notamment la manière dont il conçoit la justice, la vérité et le droit en général. Je pense également que le contexte politique, social, économique américain me donne moins envie qu'auparavant, surtout dans l'état actuel des choses. J'ai aussi en tête à quel point ça a pu être compliqué pour moi en tant que Française de vivre avec un visa qui peut être révoqué assez facilement et qui demande beaucoup de démarches administratives, et j'ai pas forcément envie de me remettre dans tout ça sur du long terme. Quand je repense à la personne que j'étais quand j'avais 23 ans et que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Je me dis qu'à l'époque, j'étais probablement assez naïve et que j'ai pu commencer des relations amicales avec des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes à mon égard. Je me dis que j'ai beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, j'ai un regard différent sur les choses. Dans mes relations avec les autres, j'ai certes beaucoup plus de méfiance, mais que je pense aussi que ça me permet de me protéger de certaines personnes qui me voudraient du mal. Sur le plan professionnel, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup évolué. Aujourd'hui, je ne me vois absolument pas déroger aux règles qui sont celles de la profession pour que les choses me conviennent. Je respecte les règles scrupuleusement dès qu'il y en a, et certains peuvent trouver ça ridicule, mais je sais ce que j'évite en le faisant, et rien que ça me conforte beaucoup. Je pense aussi que je serais beaucoup plus à même de me défendre si j'avais un problème, parce que je n'étais pas préparée lorsque ça m'est arrivé quand j'étais aux États-Unis, et je me rends compte de l'importance d'être capable de se défendre soi-même pour être capable de défendre des clients correctement. Je pense que finalement, je serais probablement une bien meilleure avocate à présent que si j'avais pas vécu toutes ces expériences. Quand je repense à Leila, aujourd'hui, je sais pas exactement ce qu'elle fait dans sa vie, je sais juste qu'elle a jamais réussi à passer le barreau de New York et à l'obtenir parce que les résultats sont publics et qu'on peut les consulter. Je me suis beaucoup questionnée sur pourquoi est-ce que j'ai eu des problèmes avec cette fille, pourquoi moi et pas les autres, qu'est-ce qui fait que j'ai été plus facilement une victime. Je pense avoir identifié certaines pistes avec ma psy, mais il reste évidemment une grande part de hasard. Je suis probablement tombée au mauvais endroit au mauvais moment, j'ai pris les mauvaises décisions puisque les choses qui me sont arrivées sont vraiment de ma faute, c'est moi qui ai pris la décision d'obtenir ce sujet. Mais je sais que sans ces manipulations et ces mensonges, j'aurais probablement pas eu à passer par toutes ces épreuves. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus, c'est quelqu'un qui restera pour toujours une personne qui me fait peur. Mais je pense aussi que grâce à cette épreuve, je ne retomberai plus sur des profils similaires et j'ai beaucoup plus de méfiance vis-à-vis des gens que je ne connais pas et qui ont des comportements bizarres à mon égard. Je pense que la leçon que je peux retirer de cette histoire, c'est surtout que c'est hyper important d'écouter son instinct quand on en a un. Moi, mon instinct m'a assez rapidement indiqué que cette fille était probablement nocive pour moi et je l'ai pas écoutée. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être à l'écoute de mon instinct dès qu'il me dit quelque chose parce qu'en fait, je me rends compte qu'il est là pour me protéger et que j'aurais probablement pas eu tous ces problèmes si j'avais choisi de garder mes distances avec cette personne. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Émilie Rousset. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.